Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et YouTube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale consacrée aux élections municipales. La République en marche renvoyée dans ses cordes. Pour la première élection locale de la majorité, le résultat est sans appel. C'est un échec cuisant dont Agnès Buzyn à Paris restera le symbole en échouant même à être élue dans son arrondissement du 17e. Face à cette débandade, les Verts tirent leur épingle du jeu en prenant plusieurs grandes villes de France. De quoi installer un ancrage local en prévision de la présidentielle. À droite de l'échiquier politique, les Républicains accusent de lourds revers avec Marseille et Bordeaux, mais confirment leur implantation dans les villes moyennes. Le Rassemblement national perd pour sa part la mairie de secteur de Stéphane Ravier, mais remporte avec Louis Alliot, parti sans étiquette, la mairie de Perpignan. Un véritable tournant pour le parti de Marine Le Pen. La grande gagnante du scrutin restera toutefois l'abstention, avec près de 60% des Français qui ont passé leur tour. Un record pour la Ve République. C'est ni plus ni moins un vote de défiance face à l'action du président. Les Français ont choisi tout sauf Macron et de préférence l'abstention. Une défaite prévisible pour un mouvement qui ressemble décidément de moins en moins à un parti, mais de plus en plus à une cabine téléphonique. Une déception. C'est l'euphémisme utilisé par l'inénarrable porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye pour qualifier la défaite cuisante de la République en marche. Dans ce scrutin résolument marqué par la crise sanitaire, les Français ne s'y sont pas trompés. Les habitants des 4820 communes conviées au second tour ont essentiellement choisi entre le rejet d'Emmanuel Macron et un dimanche en famille. Une insurrection froide, selon Jean-Luc Mélenchon. Nous n'avons pas encore tous les résultats, bien sûr, mais assez pour pouvoir constater quelques tendances fondamentales. La première d'entre elles, celle qui domine toute la situation dans laquelle nous vivons, c'est évidemment le niveau de l'abstention. C'est l'abstention, le refus d'aller voter, le plus important dans une élection municipale depuis 1958. C'est le niveau d'abstention plus élevé que toutes les élections législatives depuis 1958. C'est le niveau d'abstention le plus élevé comparé à toutes les élections européennes depuis 1979. Clairement, la masse du peuple français est en grève civique. C'est une forme d'insurrection froide contre toutes les institutions du pays au moment où l'État voit son autorité s'effondrer dans les comportements de la police et être mis en cause par ceux de la justice. Une abstention record donc, mais aussi un échec cuisant pour le parti au pouvoir, particulièrement symbolique de la faillite de la Macronie, bien que courue d'avance, Paris. Je veux remercier les Parisiennes et les Parisiens qui, malgré tous les vents contraires, nous ont accordé leurs espoirs et leur confiance en votant pour les listes Ensemble pour Paris. Je prends acte des résultats et adresse mes sincères et républicaines félicitations à la maire sortante, Anne Hidalgo,
ainsi qu'à l'ensemble des élus ce soir au Conseil de Paris et dans les arrondissements. En effet, après une campagne calamiteuse entre la fuite de Benjamin Griveaux et la fébrilité d'Agnès Buzyn, le parti présidentiel est parvenu à perdre 4 points entre les deux tours. Mieux encore, ni Agnès Buzyn ni son porte-parole Gaspard Ganzer, ni Marlène Schiappa ne siégeront au Conseil de Paris. Même punition pour Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, présente sur la liste dans le 16e arrondissement, ainsi que Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, présent sur la liste LREM à Vanves, dans les Hauts-de-Seine, aux portes de la capitale. La meilleure illustration sera sans doute dans la cité phocéenne. En effet, Yvon Berland, le candidat marcheur à Marseille, ressort du second tour avec 1,5%. Une énorme tôle, comme l'a résumé un membre du bureau exécutif de LREM. Le parti présidentiel pourra se consoler avec les miettes obtenues au premier tour, à l'image de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics à Tourcoing, où il avait obtenu la mairie en 2014, mais avec l'étiquette des Républicains. La victoire d'Édouard Philippe, le Premier ministre, à la mairie du Havre est quant à elle à double tranchant pour le parti présidentiel. En effet, le locataire de Matignon n'a jamais été adhérent de La République En Marche, une couverture qui lui a visiblement servi. Merci donc à tous ceux et à toutes celles qui nous ont fait confiance. Et maintenant pour nous, au travail. Une victoire célébrée en grande pompe, mais sans les gestes barrières pour les soutiens du Premier ministre, décidément pas au point sur les questions sanitaires. Quoi qu'il en soit, plus populaire que le président de la République, Édouard Philippe s'installe comme un vrai caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Sa réussite électorale ne fait que conforter les avis qui le voient déjà comme le plan B pour la présidentielle de 2022. Une situation compliquée pour Emmanuel Macron en cours de préparation d'un remaniement, selon toute vraisemblance. D'une part, se débarrasser d'Édouard Philippe alors qu'il s'affiche comme un des piliers du gouvernement peut s'avérer dangereux, mais d'autre part, le garder peut l'être tout autant pour sa propre popularité. Lady Lavray pourrait pour sa part préférer prendre le large pour se départir de l'image calamiteuse de la majorité avant de tenter son envol pour la prochaine présidentielle. Et face à cette débâcle d'En Marche, ce sont les Verts qui parviennent à marquer l'essai. Sans doute largement aidés par l'abstention, les écologistes se sont offerts plusieurs grandes villes de France. Une vague verte qui mérite un décryptage. Après les européennes, les municipales font la part belle aux Verts. Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Poitiers, Besançon, Annecy et Tours. Les écologistes ont remporté la mise dans 8 villes de plus de 100 000 habitants. Une victoire permise notamment par la forte abstention, mais pas seulement. D'abord, les médias. Depuis le phénomène Greta Thunberg, l'écologie de salon tient une place toute particulière dans la sphère politique et médiatique. Tout le monde se pique d'ailleurs d'écologie. En témoigne la place offerte par la presse à la Convention citoyenne et ses 150 propositions sur lesquelles Emmanuel Macron s'empresse de rebondir. Et même si l'aveu est difficile à avaler, EELV est parvenu à préempter le titre de parti écologique en chef. Essentiellement animés par une légitime envie de mieux vivre dans leur ville, nombreux sont les Français des classes supérieures à se laisser séduire par la vague verte. D'ailleurs, si Anne Hidalgo est parvenue à se maintenir à la tête de la mairie de Paris, c'est en grande partie grâce à l'appui des Verts de David Béliard, dont les 10% au premier tour ont permis un réservoir de voix non négligeable au maire en place. Et si la gestion de la capitale attire toutes les critiques, la reconduite d'Anne Hidalgo montre bien qu'une partie encore importante des Parisiens est satisfaite de l'enfer pour les voitures. Et pour cause, les Parisiens ne se déplacent plus en voiture. Un vote qui démontre encore la fracture de la société française entre ceux qui veulent vivre mieux et les autres qui veulent tout simplement réussir à vivre. Ces derniers étant pour beaucoup restés chez eux pendant ce scrutin. Avec de belles promesses végétalisées, les Verts ont donc su convaincre une tranche de la société aisée, peu politisée, mais plutôt progressiste et avide de se donner bonne conscience, le tout en conservant une bonne qualité de vie, voire en l'attirant vers le haut. Une vue de l'esprit, en effet, ce public que l'on pourrait qualifier de gauche par certains aspects n'adhère pas forcément à certains combats politiques véhiculés par l'appareil électoral écologiste. En effet, si cet électorat plébiscite l'agriculture biologique et les échanges de proximité, souvent parce qu'ils en sont privés dans les grandes villes, les Verts n'en sont pas moins un parti mondialiste, plaidant largement pour les flux de circulation des personnes et donc des biens. Un grand écart, peu mis en avant lors des campagnes municipales évidemment. Dans le même temps, le parti écologiste ne rate pas une occasion de se lancer dans les diverses luttes sociétales estampillées LGBTQI et plus si affinités.
Le candidat de Paris, David Béliard, a pour sa part sauté sur l'occasion du collectif Justice pour Adama pour s'afficher tout sourire avec Assa Traoré lors des manifestations contre les prétendus racismes et violences policières. Une présence qui rappelle celle du sénateur écologiste Esther Benbassa lors de la manifestation contre l'islamophobie organisée en novembre dernier. L'élu avait ainsi participé à la marche après avoir signé la pétition émanant du CCIF, un collectif proche des frères musulmans. D'autres cadres des Verts s'étaient d'ailleurs, pour leur part, contentés de signer l'appel. Une tentative de récupération classique pour manger la laine sur le dos de l'extrême gauche qui fonctionne, mais ne constitue finalement qu'une part marginale des électeurs de dimanche. En réalité, si l'on devait résumer le vote écologiste, on pourrait le définir par une équation aussi simple que paradoxale. Un électorat blanc communautarisé, vivant dans des quartiers aisés de métropole, votant pour un parti multiculturaliste et communautariste. Et si le parti écologiste a su capter un large électorat en sachant mettre en veilleuse son ADN sociétal discutable, les réserves quant à l'administration des grandes villes ne s'arrêtent pas là. En effet, rien n'indique que l'épreuve du feu sera aussi simple que les urnes. Même l'ancien ministre de l'écologie, amateur de homard François de Rugy, se dit sceptique sur la capacité des jeunes élus verts à gérer des villes comme Bordeaux ou Lyon. Grégory Doucet a d'ailleurs compris cet enjeu dans la capitale des Gaules. Aux acteurs du tissu économique, dont la préoccupation est grande après ces mois douloureux qui les ont malmenés, nous disons « L'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie. Elle est sa meilleure alliée. Elle le sera dans le temps de la relance et dans le temps d'après. » Pas sûr que cela suffise à rassurer les patrons de PME de la métropole lyonnaise. Quoi qu'il en soit, rien n'indique que les 2 ans qui nous séparent du scrutin présidentiel permettront de tirer un premier bilan de ces mandatures vertes, des réserves qui pourraient devenir le meilleur allié de la présidentielle prochaine, sans quoi il faudra compter avec un parti vert fort et galvanisé par 2 essais transformés dans les urnes. Et alors que les Verts ont créé la surprise dans les grandes villes, le bilan est mitigé pour la droite. Les Républicains restent le parti majoritaire au niveau local, mais accusent de lourdes pertes. De son côté, le Rassemblement national confirme ses résultats de 2014 et ajoute une belle prise à son palmarès en s'imposant à Perpignan. Le point avec Thibaut Bastide. Un scrutin mi-figue mi-raisin pour la droite parlementaire. Après un raz-de-marée en 2014, les Républicains ont connu dimanche une soirée un peu moins tranquille qu'il y a 6 ans, alors que les premiers résultats avaient de quoi leur donner confiance en grangeant les victoires de leurs candidats à Biarritz, Lorient, Auxerre, Colmar, Mulhouse ou encore à Orléans. L'enthousiasme s'est rapidement estompé au fur et à mesure du dépouillement. S'il est vrai que le parti peut tirer quelques motifs de satisfaction comme les victoires à Toulouse et à Nice, 4e et 5e ville de France, et dans 50 à 60% des villes de plus de 9000 habitants. Pour le reste, l'addition prend des airs de douloureuse. En effet, ces bons résultats dans des villes moyennes ne suffiront pas à masquer les revers subis dans les grandes métropoles. Paris, Lyon et surtout Marseille et Bordeaux, 2 bastions aux mains de la droite depuis respectivement 25 et 70 ans. Des fiefs historiques qui semblaient pourtant imperdables il y a encore quelques mois. À Marseille, Jean-Claude Gaudin rêvait de passer la main à une femme en la personne de Martine Vassal. Finalement, ce sera bien à une femme, mais elle portera les couleurs de la gauche. À Bordeaux, l'échec est encore plus retentissant. Et pour cause, le successeur d'Alain Juppé, Nicolas Florian, a été battu par les écologistes. D'aucuns y verront certainement une erreur de calcul dans la stratégie électorale. Arrivé en tête au soir du premier tour, le maire sortant bordelais pensait compter sur le soutien de La République En Marche pendant l'entre-deux-tours pour renouveler son mandat. Un pari perdant donc, tout comme à Lyon où l'alliance LR-LREM a failli face à la vague écologiste. Un jeu d'alliance loin d'avoir porté ses fruits. Pourtant, Rachida Dati à Paris n'a pas hésité à mettre en cause l'absence de soutien de la candidate de la majorité, Agnès Buzyn, pour justifier sa défaite. Le changement était possible à Paris. La République En Marche a préféré la victoire d'Anne Hidalgo, dont elle avait pourtant critiqué le bilan pendant des mois. Le score de ce soir ne donne pas la majorité absolue à la maire sortante. Nous avions enclenché une dynamique, la dynamique du changement. Mais cette stratégie d'échec individuel d'Agnès Buzyn a découragé, déstabilisé et démobilisé de très nombreux électeurs. Ce soir, je veux dire à tous les Parisiens qui ont voté pour mes listes ce qu'ils représentent au Conseil de Paris. Nous n'étions qu'à peine 25 élus au Conseil de Paris au début de la campagne. Nous serons, à l'issue de cette élection, plus de 60.
Une nette progression au Conseil de Paris qui permettra à Rachida Dati, au terme d'une campagne rondement menée, de s'imposer en tant que leader de la droite dans la capitale. De quoi limiter les candidatures dissidentes pour la prochaine échéance. Et si les Républicains ont manqué leur coup dans les grandes villes, ils peuvent toujours se targuer d'être le parti majoritaire au niveau local en France. Du côté du Rassemblement national, la question des alliances ne s'est pas réellement posée. Au contraire, le parti de Marine Le Pen a bien souvent dû faire face au bien connu Front républicain dans les villes où l'un de ses candidats était encore en lice. Une stratégie qui a désormais du plomb dans l'aile. Preuve en est à Perpignan, malgré une très large coalition contre lui, le RN a réalisé un très gros coup avec la victoire de Louis Alliot à plus de 53% des voix. Pour la première fois, le Rassemblement national l'a emporté dans cette ville de plus de 120 000 habitants, devenant par la même occasion sa plus grosse conquête depuis Toulon entre 1995 et 2001. Seul petit bémol, Louis Alliot s'était présenté sans étiquette. La victoire n'en est pas moins attribuée au Rassemblement national qui s'est également imposé dans de plus modestes cités comme à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais où le député Ludovic Pajot l'a emporté. Le RN a également raflé Moissac dans le Tarn-et-Garonne où l'ancien attaché parlementaire de Marion Maréchal Le Pen, Romain Lopez, avait failli l'emporter dès le premier tour. De quoi satisfaire la présidente du parti, Marine Le Pen. Donc il y a cette victoire à Perpignan, il y a aussi la victoire évidemment de Ludovic Pajot à Bruay-les-Bussières, qui est une très belle victoire également, une commune dans le Pas-de-Calais, et puis d'autres communes, Moissac, Mazan, Bédaride et d'autres qui vont arriver au fur et à mesure de la soirée. Donc c'est évidemment une satisfaction. Des satisfactions qui viennent donc s'ajouter à celles du premier tour. Le 15 mars dernier, de nombreux maires sortants comme David Racheline à Fréjus et Steve Briouat à Hénin-Beaumont avaient réussi le pari d'être réélus directement sans passer par le second tour. Malgré cela, le bilan est à nuancer. En effet, si le parti a réussi à reconduire 8 de ses 10 villes remportées en 2014, il perd néanmoins Mantes-la-Ville dans les Yvelines et Le Luc dans le Var. À cela s'ajoute le bilan marseillais. Son candidat Stéphane Ravier, élu en 2014 dans le 7e secteur de la cité phocéenne, n'a pas réussi à conserver ses arrondissements et a vu ses rêves de mairie centrale s'envoler. Autre caillou dans la chaussure du RN, la perte de nombreux conseillers municipaux. En 2014, le Rassemblement national comptabilisait 1438 sièges dans 463 communes. 6 ans plus tard, le parti n'a obtenu que 840 sièges dans 258 communes. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Concurrence en trompe-l'œil pour la direction de l'UPR. Dans un communiqué diffusé dimanche, l'Union populaire républicaine a annoncé que 3 listes ont été déposées et validées en vue de son 5e congrès, prévu le samedi 11 juillet, qui déterminera l'équipe dirigeante du mouvement pour les 3 prochaines années. Les 3 listes sont menées par le président actuel François Asselineau, Philippe Comte et Sylvain Fontaine. C'est la première fois qu'autant de listes sont déposées. Les opérations de vote se dérouleront du mercredi 8 juillet au vendredi 10 juillet à 23h59. Selon toute vraisemblance, ce congrès devrait tout de même consacrer François Asselineau, fondateur du parti, en 2007. Des doublures des Simpsons ne seront plus assurées par des blancs. La production du célèbre dessin animé a affirmé qu'elle n'aurait plus recours à des acteurs blancs pour assurer les voix des personnages non blancs. Un changement lié à la pression indigéniste qui secoue les États-Unis et qui rompt avec l'ADN des Simpsons, censé être un dessin animé bravant le politiquement correct américain. En revanche, les personnages de la famille Simpson devraient toujours être interprétés par des blancs alors qu'ils sont jaunes, de quoi montrer assez facilement les limites de ces raisonnements raciaux. Des diffuseurs comme Netflix et Apple TV auraient aussi pris des décisions analogues pour certaines de leurs séries. L'Oréal aussi fait dans la repentance en lavant toujours plus blanc que blanc. Le géant français des cosmétiques va modifier la description de ses produits sous la pression des manifestations indigénistes et dites antiracistes. L'entreprise supprimera ainsi des mots comme blanchissement ou clair. La crème éclaircissante se nommera désormais Fair and Lovely, ce qui peut être traduit comme juste et belle. Le mot fair est justifié par l'engagement de la marque qui dit célébrer tous les tons de peau. Primo président sortant, dimanche lors du premier tour de l'élection présidentielle polonaise, le président sortant, Andrzej Duda du Parti national conservateur, Droit et Justice est arrivé largement en tête. Il a obtenu 43,67% des suffrages, loin devant son adversaire libéral, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, avec 30,34% des voix. Quant au taux de participation, il s'est élevé à 64,4%. Les deux candidats s'affronteront lors du second tour le 12 juillet prochain.
La République d'Irlande a un nouveau Premier ministre, Michael Martin, candidat du centre-droit. Âgé de 59 ans, cela fait plusieurs décennies qu'il brigue le poste suprême. Plusieurs fois ministre, son parti, le Fianna Fáil, avait été balayé du pouvoir il y a 10 ans lors de la grave crise économique qui avait agité le pays. Arrivé en première position lors des élections législatives de février avec une voix de plus que les nationalistes de gauche du Sinn Féin, Michael Martin s'est allié aux centristes du Fine Gael et du Parti vert. En Irlande, ce sont les députés qui élisent le Premier ministre. Emmanuel Macron met en scène une visioconférence avec son homologue russe Vladimir Poutine. L'agence France Presse a diffusé cet échange lors duquel le président français s'est montré étonnamment décontracté, pour ne pas dire jovial, vis-à-vis du président de la Fédération de Russie. Merci, cher Vladimir. Monsieur le Président. Et je suis heureux que nous puissions trouver le temps de cet échange, même si, comme tu l'as dit, nous sommes d'un côté de l'autre de la caméra. Et ça nous fait gagner le temps des voyages, mais ça nous enlève un peu de la convivialité. En tout cas, c'est d'abord l'occasion pour moi de te dire à nouveau le plein soutien de la France au peuple russe. Durement éprouvé par la pandémie du Covid-19 et sur le plan sanitaire, économique, social, vraiment notre pleine solidarité. Pour faire bonne figure, Emmanuel Macron avait déposé sur son bureau quelques ouvrages de la Pléiade que l'agence France Presse, décidément sensible à l'image présidentielle, n'a pas hésité à filmer. Parmi les ouvrages, les mémoires du général de Gaulle, mais aussi la Pléiade d'André Gide. Peut-être une forme de clin d'œil à son récit de voyage, retour de l'URSS. Un Japonais diplômé en ninja, après avoir étudié l'histoire des ninjas à l'université, Genichi Mitsuhashi a validé un diplôme de master sur le sujet. L'étudiant de 45 ans a suivi un cursus de 2 ans à l'université de Mie, région considérée comme le berceau historique des ninjas. Au-delà d'études historiques, son diplôme comprenait également un volet pratique. Il a donc cultivé des légumes et pratiqué des techniques d'arts martiaux. L'université accueille 3 étudiants chaque année, mais c'est la première fois qu'elle attribue un diplôme de master sur le sujet. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette édition. Ce soir, dans notre Zoom du jour, retrouvez le général Didier Tauzin. Il faut refaire des repères communs et ceux-ci doivent transcender la nation. Je suis intimement persuadé que si on a comme repère commun quelque chose qui est, pardonnez-moi, au ras des pâquerettes, ça ne marchera pas. Il faut plonger dans l'être profond de notre pays, dans l'histoire de notre pays pour en sortir ce qu'il y a d'essentiel, ce sur quoi nos ancêtres ont fait la France. Et quand on y regarde attentivement, eh bien, ils se sont abreuvés à ce que j'appelle un grand fleuve civilisateur qui nous vient de la Grèce antique, de la Rome antique et du christianisme. C'est ça qui a fait la France. C'est à partir de cela que nos ancêtres ont fait tous les cathédrales, qu'ils ont fait la langue française, etc. Également au programme de votre soirée, un nouveau numéro de Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent Charles-Henri Gallois pour évoquer les échecs de Bruxelles et l'explosion progressive de l'UE. Tout de suite, c'est Mes libertés politiques avec François Billot-Leclerc. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter et de partager nos vidéos. À demain. Bonsoir. Les élections municipales se sont tenues hier et sont un moment important de la vie de la France puisqu'il s'agit d'élire des personnes qui vont s'occuper de la gestion de la cité, du bien de la cité, ce qui n'est pas rien. Un élu de Saint-Denis, ville royale, dans laquelle la basilique des rois
trône, ville dans laquelle les rois ont mis leur empreinte par cette basilique et par leurs sarcophages magnifiques, qui sont le symbole de la France chrétienne et des racines chrétiennes de la France. Un élu de Saint-Denis donc, un certain monsieur Messaouden, a été élu pour le bien de la cité dans le cadre de la gestion des villes françaises. Il est donc à un poste important et c'est donc un élu qui a son importance. Qu'a dit récemment, plutôt qu'a écrit récemment, monsieur Messaouden? Je le cite, et là, je vous conseille de vous asseoir, car il ne faudrait pas que vous tombiez à la renverse. Monsieur Messaouden, élu de Saint-Denis, a donc eu cette phrase tout à fait extraordinaire. « Je suis contre tous les racismes, sauf le racisme anti-blanc, évidemment. » Et là, nous pouvons considérer que M. Messaouden atteint un niveau de crétinitude à proprement parler stratosphérique. Enfin, M. Messaouden, réfléchissons un peu. Vous vous déclarez ouvertement raciste. Le racisme anti-blanc vous va parfaitement. Mais vous devriez savoir, M. Messaouden, qu'il y a une loi horrible d'ailleurs, une loi de 2004, concoctée par nos amis Chirac et Raffarin, loi profondément liberticide, qui avait pour but notamment de combattre le racisme, mais attention, pas le racisme anti-blanc, le racisme contre les immigrés évidemment. Mais cela dit, la loi voulait combattre tous les racismes, même si évidemment il s'agissait, comme je le disais à l'instant, ne nous leurrons pas, du racisme contre les immigrés. Donc, Monsieur Messaouden, vous tombez évidemment sous le coup de cette loi liberticide. Et d'ailleurs, une association, la Griffe, vous a attaqué en justice au titre de cette loi contre le racisme. Je pense que les juges vont avoir un véritable cas de conscience, car la loi de 2004 avait pour but de combattre tous les racismes, c'est-à-dire les racismes pratiqués par les Blancs, et là, ils vont devoir juger quelqu'un qui, objectivement, parce qu'il le dit lui-même, est profondément raciste, mais d'un racisme contre les Blancs. Nous allons avoir un cas de figure intéressant et nous attendons le procès avec beaucoup d'intérêt. Quoi qu'il arrive, Monsieur Messaouden, j'espère que vous allez morfler grave, je veux dire, parce que votre déclaration est d'une telle imbécilité qu'elle mérite une réelle punition. En tous les cas, à titre personnel, je m'avoue profondément raciste, et tant pis si la loi de 2004 fait que je suis attaqué en justice. Je suis profondément raciste car je déteste de plus en plus la race des crétins qui prolifèrent à vive allure aujourd'hui, à une allure intempestive, race que le professeur Raoult, dans une expression extraordinaire, appelait les pieds nickelés. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle soirée.